Bienvenue sur Esperland, le podcast par Ben. Je suis Ben et au travers de discussions, de témoignages, je vais donner la parole locale à des personnes concernées par différents troubles, à des professionnels de la santé qui témoignent de leur engagement au quotidien, pour changer le regard sur la santé mentale. Ce podcast, complètement inédit dans les Landes, est un nouveau projet d'Esperland, une équipe de pères aidants professionnels qui agissent chaque jour pour écouter, soutenir, par le biais d'une ligne d'écoute téléphonique 7 jours sur 7. Soutenu par l'Agence régionale de santé et de nombreux partenaires, Esperland s'inscrit dans une dynamique de renforcement des moyens d'accompagnement autour de la santé mentale. Aujourd'hui, je suis avec Tatiana. Elle s'intéresse depuis longtemps aux questions de santé mentale, de création et de sens dans les parcours de vie. Pendant plusieurs années, Tatiana a traversé des troubles du comportement alimentaire qui ont commencé assez tôt dans son histoire et qui ont évolué au fil du temps. Pendant longtemps, elle a continué à mener une vie qui pouvait sembler tout à fait normale, sans toujours mesurer l'emprise que ces troubles prenaient progressivement dans son quotidien. Un moment important dans son parcours a été le début d'un suivi thérapeutique et psychiatrique plus stable, il y a une dizaine d'années, puis plus récemment une réorientation vers des formations dans le domaine de la santé mentale et de l'art-thérapie, avec l'envie de contribuer à créer des espaces où les personnes puissent être entendues et accompagnées dans leur processus de rétablissement. Tatiana a accepté de venir témoigner aujourd'hui parce que les troubles alimentaires sont encore très mal compris. On les réduit parfois à une question de nourriture ou de volonté, alors qu'ils peuvent fonctionner comme une véritable emprise qui finit par organiser toute la vie. Dans cet épisode, on va parler avec elle de son parcours, de ce qu'elle a traversé, mais aussi de ce que signifie le rétablissement quand on a vécu longtemps avec ces troubles. Tatiana, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager ton histoire avec nous. Bonjour, Bonjour Ben, merci de me recevoir. mais c'est moi qui te remercie. Et donc pour commencer simplement, Tatiana, quand tu repenses à ton parcours, par où tu aurais envie de commencer pour nous raconter ton histoire? Mmh. Je dirais que ça part de loin, probablement dans mon enfance. Je pense que je peux remonter jusque-là parce que j'étais une enfant, malade, on peut dire ça comme ça et du coup, j'étais à la fois une enfant, qui souffrait dans son corps et une enfant qui inquiétait, son entourage proche et donc je pense qu'il y a des choses qui se sont, clairement, installées à cet endroit-là. En tous les cas, qui ont construit un terreau ou un terrain plus ou moins propice à, le développement de certains troubles. J'étais plutôt sur la réserve, j'étais beaucoup dans la honte, je pense déjà très tôt et puis mon corps, c'était un peu un corps problème en fait, déjà. J'avais pas mal de choses, mais on va dire que ce qui me préoccupait et ce qui préoccupait mes parents principalement, c'était un asthme sévère qui s'est déclaré à l'âge de 2 ans et demi et pour lequel j'ai été, très suivie, très médicamentée et pendant de longues années. D'accord. Et comment se sont installés donc après, beh, c'est cet enchaînement au niveau des troubles du comportement alimentaire? Comment tu pourrais nous en parler? Quand je refais un petit peu l'histoire dans ma tête, je me dis que, ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait déjà ce terrain, propice et fragile et avec une, vulnérabilité, puis un corps avec lequel moi j'étais pas, très contente. On va dire que mon corps c'était pas un vécu très cool que j'avais quand j'étais enfant. Il y avait pas mal de souffrances physiques et je pense que, finalement, la fin de l'enfance et le début de l'adolescence ont étaient déjà marqués avec une forme de honte et peut-être une forme de stigmatisation et je pense aussi que, ce qui, s'est passé, c'est que j'étais une enfant, je pense qui a pris un peu de poids à un moment donné, mais rien de très inquiétant. Mais en revanche, je pense que ça a fait, changer les regards sur moi et que je l'ai ressenti très tôt et que du coup, je pense qu'on peut parler de stigmatisation et puis, d'un environnement qui, malgré l'amour et la bienveillance que j'ai reçus, de la part de mes proches, était, malheureusement grossophobe parce que dans une société grossophobe et donc ça n'aide pas, je pense. Et tu dirais que c'est là que ça a commencé, à dérégler un petit peu ta façon de t'alimenter, ton rapport à la nourriture? Alors je dirais pas directement, en tous les cas pas dans ma conscience d'enfant, à l'époque. Je pense que j'étais juste, triste de me sentir rejetée.
Bon, j'étais un peu différente, mais c'était, on va dire, l'accumulation de choses. Je pense qu'il y avait déjà mon vécu, personnel, l'environnement dans lequel j'évoluais et il faut le dire aussi, quand je te parlais de société grossophobe, moi je me souviens, j'allais chez le pédiatre avec ma mère et puis le pédiatre, il n'hésitait pas à dire, «Oui, bon, ce serait bien quand même de faire attention», et cetera. Donc très tôt et puis comme aussi j'ai vécu dans un environnement familial où on va dire que, l'esthétique, la minceur, c'était quelque chose de valorisé. Bon, bah, tout ceci, il y avait plein de petites choses. C'était comme une marmite où il y avait plein de petits ingrédients et puis, les choses se sont, installées progressivement au fur et à mesure, et moi avec ma vulnérabilité, hein, parce que je pense qu'on peut parler il y a c'est multifactoriel, hein. Il y a toujours ces histoires de je pense dans les troubles, ben, qui on est en tant qu'individu, la personne et puis à la fois, ben, l'environnement et puis aussi, ben, on peut dire les produits aussi autour de soi. Qui joue un rôle. On est là aussi pour parler, uniquement de ce que toi tu veux nous raconter et témoigner. Comment tu pourrais, nous expliquer le dérèglement qui a pu s'installer avec le changement de rapport à l'alimentation donc que tu as connu? Puisque tu on a évoqué une prise de poids, donc est-ce que c'était un mécanisme de se dire: «Ah, il faut que je sois comme les autres, il faut que je mincisse», donc tu as diminué les quantités ou alors tu culpabilisais quand tu mangeais? Après, tu Ouais. nous dis, comme je t'ai précisé, uniquement ce dont tu as envie de parler, hein. Ouais, bien sûr. En même temps, je pense que c'est très important de mettre des mots sur ces choses-là, même si, chaque vécu est unique. En ce qui me concerne, au début, il y avait, bon, peut-être, cette rondeur observée par l'extérieur, mais qui avait rien de conséquent et en fait, je suis rentrée progressivement dans ce qu'on appelle aujourd'hui de l'hyperphagie. C'est le fait de manger sans pouvoir s'arrêter. À différencier de la boulimie où souvent on dit que la boulimie, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a des comportements compensatoires qui s'en suivent, c'est-à-dire que soit de la restriction, soit des vomissements et cetera. Donc moi, je ne me faisais pas vomir. Je mangeais, je mangeais, je mangeais et en fait, pour moi, je pense, avec le regard que j'ai aujourd'hui, c'était une, tentative de régulation. Je pense que j'étais dans une solitude, j'étais mal en moi et je mangeais pour compenser quelque chose sans pour autant évidemment trouver satisfaction. C'est le problème de l'hyperphagie, c'est ça met quelque part, on va dire le cerveau, en suspens, les émotions en suspens, il y a une forme d'anesthésie avec la nourriture, mais qui ne dure pas et c'est assez violent l'hyperphagie, dans le sens où, il y a pas de limite. C'est vraiment de la compulsion. Ça peut aller jusqu'à ne plus pouvoir, c'est-à-dire je mangeais jusqu'à ne plus en pouvoir et ça a été comme ça pendant très longtemps et ça s'est, accentué et aggravé et à un moment donné, ben, évidemment quand on est hyperphagique, ce qui peut se passer assez, souvent, c'est de la prise de poids puisqu'il y a pas de comportement compensatoire derrière. Donc ça s'est vu et là pour le coup, c'était plus, tu ronde, ou, les petites vannes comme ça, c'était: «Tu as un problème» et donc je suis allée, très tôt chez une, nutritionniste qui m'a mis de régime très restrictif à un âge où j'avais pas terminé ma croissance, je crois que j'avais même pas 12 ans. En fait, c'est passé ce qui se passe assez souvent, dans ce genre de situation, d'après, les choses et les gens que je connais, les histoires que je connais autour de moi. C'est que, évidemment, moi, à 12 ans, j'avais pas, j'étais très mal dans ma peau, certes, mais c'était d'une grande, j'ai envie de dire violence de se restreindre, de compter, les grammes de morceaux de pain et cetera. C'était un peu compliqué et du coup, dès que j'ai arrêté le régime, dès que j'ai perdu le poids qu'on attendait que je perde et ben, évidemment, compensation derrière, frustration obligeant, j'ai recommencé à manger, j'ai repris du poids et s'est enchaîné ce circuit de yo-yo, de prise et de perte de poids pendant, de longues années jusqu'à la fin de mon adolescence et c'est arrivé jusqu'à un point où, j'étais, je peux le dire, sous emprise. Pour moi, c'est vraiment le mot qui me vient. Ça s'est fait en plusieurs années. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire que j'avais l'impression, je le nommais comme ça dans ma tête, que j'étais, possédée. Les crises d'hyperphagie pouvaient me réveiller au milieu de la nuit et je me regardais faire, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc j'étais dans un circuit pour moi, un cercle vicieux. J'étais coincée et j'ai commencé à être, très déprimée et à la fin de l'adolescence, je suis arrivée à un tel stade que je me suis dit: «OK, maintenant stratégie de survie, il faut que je m'en sorte». Pas pour perdre du poids, mais juste parce que je pouvais plus vivre comme ça. J'étais vraiment dans quelque chose pour moi d'infernal et j'ai compris que, il y avait qu'une façon de faire, c'était de partir de chez mes parents, de m'isoler et de trouver une façon de réguler mon rapport à l'alimentation. Donc pour moi, c'était très simple vu que je ne pouvais pas me contrôler, c'était de m'abstenir, d'avoir de la nourriture chez moi. Encore une fois, mon but n'était pas de maigrir, c'était juste de me stabiliser
et du coup, j'allais m'alimenter à l'extérieur et là, il y a un cap qui a changé, il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire que, alors pas à ce moment-là, mais ça a été le début d'une autre phase et 2 ans plus tard, j'étais, dans ce qu'on peut appeler de l'anorexie. Globalement, je ne savais pas comment faire pour arrêter le processus, pour me stabiliser. J'avais plus de mode d'emploi, de quoi que ce soit. J'étais repartie, mais dans une autre extrême et du coup, ben, ça a continué et avec, ben, évidemment des comorbidités comme on le dit, hein, c'est-à-dire des dommages collatéraux parce que, la dénutrition, c'est quelque chose qui est très dangereux, qui impacte le corps et qui impacte aussi, ben, le corps avec le cerveau dedans, quoi et le système nerveux, n'en parlons pas donc j'étais pas très en forme. C'était, je pense, compliqué pour les gens autour de moi de me parler. Je pense qu'ils se sentaient probablement, très démunis, très impuissants et ils ne savaient pas comment peut-être, communiquer avec moi à ce moment-là ou pour peut-être m'alerter qu'il y avait un problème. Donc je suis restée dans cette solitude qui était déjà, bien présente Bien sûr. et ça a été compliqué, ouais. On a évoqué le début d'un suivi thérapeutique plus stable, donc il y a une dizaine d'années. À partir de quand et comment tu as pu faire changer les choses? Bah, j'ai rencontré, une personne à ce moment-là qui était, la personne avec qui je pouvais bien travailler. Et que l'alliance thérapeutique, comme on dit souvent, hein, cette confiance mutuelle qu'il y a entre le thérapeute, qui est absolument pour moi indispensable pour qu'on puisse commencer à, bah, se rétablir. On peut revenir après sur la notion de rétablissement parce que ça aussi c'est conceptuel, mais ça s'est fait et ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'était pas non plus un déclic, une rencontre, je me suis dit: «Ouais, c'est elle, c'est cette personne qui va m'aider». Non, c'était pas du tout une évidence. C'est un lien qui s'est consolidé, qui s'est construit, une relation de confiance qui s'est installée avec le temps, grâce à laquelle j'ai cheminé et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. C'est pas la seule chose qui m'a accompagnée, dans mon parcours, mais je pense que ça a été un point central et c'est aussi quelqu'un qui m'a mis en relation avec une psychiatre avec laquelle elle travaillait de pair. Donc j'ai été, coachée, on va dire, alors c'était pas vraiment le mot coachée, mais j'ai été entourée. Pour la première fois, je pense que je me sentais dans une équipe, avec une équipe, de personnes qui comprenaient peut-être pas tout, mais c'était pas ça qui était important. C'était pas qu'elles comprennent tout, c'était qu'elles soient là pour moi. Et j'ai eu un espace où je me suis sentie accueillie et non jugée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est véritablement aidant. Et alors après, avec cette équipe en place qui était là pour toi, où tu t'es senti bien, heu, comment ça a pu, démarrer ton rétablissement? Ouais, alors je pense que ce qui a été déterminant avec ce travail thérapeutique, ça a été le fait d'apprendre et en parallèle de ça, je le faisais avec d'autres approches, notamment le yoga que j'ai beaucoup pratiqué à une période. C'était, je pense, un travail de création, encore une fois, dans cet espace-là, d'un autre espace. Ça veut dire quoi? C'est comme si je développais avec le temps un espace intermédiaire entre l'émotion et la réaction, entre ce qui m'arrive et la conscience que j'en ai. C'était comme si finalement, au début, j'étais, pieds et poings liés avec la maladie. Moi, j'ai envie de l'appeler cette voix, hein. Pour moi, c'était vraiment une voix autoritaire. J'avais un dictateur à l'intérieur de moi et j'étais en fusion totale avec cette voix-là. Et ce qui a commencé à s'opérer, c'est un décollement progressif de cette voix-là. Donc j'ai pu défusionner avec cette voix de la maladie pour entendre d'autres voix qui étaient à l'intérieur de moi qui me racontaient d'autres choses sur ce que je pouvais faire, ce dont j'avais envie, qui j'étais et ça m'a permis aussi voilà, d'observer les choses avec un peu plus de recul et de pas être dans la réaction immédiate. Donc ça a été, quelque chose, qui a pris beaucoup de temps. Mais qui aujourd'hui, parce que ça a pris beaucoup de temps et c'est la bonne chose du temps, hein, c'est que ça s'ancre aussi. C'est défaire des mécanismes pour mettre d'autres en lumière et c'est cette voix unique et autoritaire, bah, aujourd'hui, elle a laissé de la place aux autres voix et au lieu d'être un peu, on va dire, dans une dictature, si je reprends cette image-là, là, je suis plutôt dans une sorte d'espace un peu plus démocratique où il y a une sorte de table ronde avec les voix qui négocient entre elles. Pas toujours d'accord, mais il y a de la conversation, en fait. Avant, il y avait pas de conversation. Oui, donc on peut dire que c'est là où tu as rompu l'emprise. Oui et ça c et en oui, c'est progressivement l'emprise a pu se défaire et du coup prendre, cette voix-là, elle s'est vachement, silenciée. Elle est devenue beaucoup moins forte, et je sais surtout la reconnaître.
prendre conscience de son trouble ne suffit pas à le guérir, ni à le soigner. C'est une étape, mais c'est clairement pas suffisant. J'étais trop habituée à cette voix pour arrêter de lui faire confiance, même si j'entendais que ça n'allait pas. Les troubles des conduites alimentaires, comme beaucoup d'autres troubles, c'est la surface émergée de l'iceberg, c'est symptomatique. En dessous, il y a autre chose qui se passe. La structure du trouble, elle était juste plus forte que moi. Donc mon rétablissement, ça a été long et pas linéaire. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que parce que j'étais prête, j'ai accepté de prendre un traitement médicamenteux que ma psychiatre m'avait suggéré depuis un long moment, mais je refusais de le prendre. Parce que j'étais peut-être arrivée au bout pour moi de ce que je pouvais faire seule, sans médicaments et que j'ai voulu donner une chance à ce traitement-là et je dois dire que ça a changé la donne et changé, ma façon de m'alimenter, ma façon de peut-être aussi de me voir parce qu'il y a il y a beaucoup de choses dans les troubles des conduites alimentaires, mais aussi, souvent, on parle de dysmorphie ou de dysmorphophobie, hein. C'est quand on ne se voit pas tel que l'on est et quand on ne se vit pas tel que l'on est, donc un rapport au corps qui est très biaisé et donc c'est pas juste un passage par l'alimentation qui change, c'est aussi comment je me relie à mon propre corps, comment, j'habite mon propre corps et ça aussi cette relation-là a changé. Pour moi, ça m'a aidé ce traitement médicamenteux à ce niveau-là parce que j'avais encore une fois fait beaucoup de travail et il y avait un cap que je n'arrivais pas à passer. Je n'arrivais pas à remanger normalement, j'avais trop peur que peut-être que ça recommence, de reperdre le contrôle et j'étais en hypervigilance et du coup, ce traitement que j'ai pris m'a permis vraiment d'apaiser mon système nerveux et juste de souffler un coup et de me détendre un peu et du coup, d'avoir une vie beaucoup plus agréable quoi. Sans, sans perdre qui j'étais, ni être endormie, ni quoi que ce soit. C'était juste une sorte de régulation émotionnelle, ou nerveuse en tous les cas qui m'a permis, voilà, de retourner avec un peu plus de joie et de sérénité vers de la nourriture et aujourd'hui d'être capable de prendre du plaisir en mangeant, encore plus avec des gens. Le TCA, il vient comme une réponse émotionnelle, tu vois? Il vient parler à ma place parce que moi j'ai pas appris à dire ce que je ressentais. Donc c'est devenu un langage. Donc aujourd'hui quand ça revient, c'est pas je me considère pas en échec. Je me dis: «Tiens, c'est en train de me dire quelque chose» et je peux soit parce que des fois, c'est pas possible autrement que de réagir, c'est-à-dire de faire comme j'ai fait pendant des années, rentrer dans un comportement restrictif, par exemple. Mais, aujourd'hui, j'arrive vraiment à repérer le mécanisme à l'œuvre et finalement, ça change la donne parce que ça me permet de changer ma façon de faire. C'est-à-dire que si je repère que, bah, en fait, j'ai été challengée émotionnellement par une, discussion il y a quelques jours, bah, peut-être je vais appeler cette personne ou je vais prendre le temps pour moi de poser les mots que j'ai vraiment besoin de poser pour aller communiquer avec cette personne et j'observe juste avec le temps que ça marche, en fait. C'est-à-dire que, ben, comme par hasard, quand, émotionnellement je suis plus apaisée, plus régulée, on va dire alignée avec moi-même, ben, j'ai un rapport plus apaisé avec mon corps, avec les autres et avec l'alimentation. Il y a un truc très juste que tu as dit, et qui m'évoque, tout simplement qu'en santé mentale, quelle que soit la pathologie qu'on a, le trouble psy ou addiction ou quoi, une des clés, c'est déjà de ne pas rester seul. Ouais. De pas rester seul et rompre cette solitude en demandant de l'aide, on y vient, à la paire aidance aussi puisque, c'est tu parles beaucoup d'espace, c'est un des espaces que tu es en train aussi professionnellement d'essayer de créer. Ces espaces aussi autour de l'art-thérapie, de la danse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toutes ces clés qui ont été importantes pour toi, dans toutes ces petites pierres qui ont fait ton chemin? Ouais, bah, oui, bien sûr. La danse, en fait, elle a très tôt fait partie de ma vie et je pense que pour moi, c'était peut-être paradoxal, mais j'avais besoin que mon corps parle. J'ai commencé avec de la danse traditionnelle d'Afrique de l'Ouest, d'un pays qui s'appelle la Guinée-Conakry. Voilà, donc c'est très spécifique et je suis tombée amoureuse de ces danses parce que c'est des danses, hein, il y en a beaucoup et je pense que pour moi, ce qui a été déclencheur, c'était vraiment, les percussions. J'avais, besoin de bouger, j'entendais les percussions et je me suis dit: «C'est pas possible, il faut que j'apprenne à danser, c'est trop fort, c'est trop génial». C'est une danse libre avec laquelle je suis connectée et dont j'ai besoin. C'est des espaces où mon corps, je peux le laisser s'exprimer, où je peux, justement profiter de je pense que, en fait, avec, des troubles des conduites alimentaires, ce que j'ai vécu, c'est beaucoup de contraintes. On parlait d'emprise au début de notre entretien. C'est épuisant. Ça ne s'arrête jamais. C'est c'est du contrôle permanent, de l'hypervigilance et donc avoir des espaces où justement, il y a plus d'injonction,
il y a plus de bien faire, de mal faire. Il y a juste une possibilité d'être et de laisser être, de laisser exprimer. Ben, aujourd'hui, c'est ça qui me fait vraiment beaucoup de bien dans les espaces créatifs que j'investis, heu ouais. Mais avant ça, oui, oui, je suis passée aussi par des danses, plus contraignantes, on va dire, aussi. La pratique de la danse t'a amené à t'intéresser à l'art-thérapie, plus d'un point de vue, personnel ou c'était déjà dans une volonté de te dire: «Comment je pourrais accompagner les gens, qui ont connu un peu les mêmes troubles que moi?» C'était quoi ta démarche? J'avais besoin, je pense, de développer une posture plus accompagnante et je suis allée vers l'art-thérapie parce que à la base, ce qui m'intéressait, c'était la relation d'aide et il y avait, des, modules qui étaient des modules préparatoires à l'art-thérapie qui étaient des modules de relation d'aide donc et ça m'a énormément parlé et de fil en aiguille, je suis restée par curiosité et ça m'a autant permis de travailler sur moi que, de réfléchir à une posture professionnelle. Tu proposes des ateliers et cetera. Qu'est-ce qui se passe avec, ce nouveau bagage pour toi? Alors, l'art-thérapie, je suis encore en formation et très honnêtement, je ne sais pas si j'ai envie d'être, vraiment art-thérapeute pour avoir beaucoup travaillé avec le mouvement, avec le corps. En revanche, les gens avec lesquels je travaille aujourd'hui, je les accompagne dans une sorte de pratique. Alors le mot est un petit peu prétentieux, mais c'est le mot qui correspond le mieux, c'est psychocorporel. Il y a des personnes qui viennent me voir qui ont besoin de mouvement, il y en a d'autres qui ont besoin d'être relaxées, j'essaie de m'adapter au mieux à chaque personne et je travaille essentiellement aujourd'hui en privé, donc en one to one. Mais c'est une période encore une fois de transition parce que je suis en train de repenser à plein de projets professionnels que je suis en train de mettre en place tranquillement. D'accord. Alors juste pour que moi je comprenne bien, c'est, pas forcément donc dans un accompagnement, qui est ciblé sur des personnes qui ont vécu aussi le trouble du comportement alimentaire en fait. C'est juste que tu as fait, de ton propre parcours une force, c'est ton vécu qui t'a amené vers ce travail sur toi que tu as continué, dans le yoga, dans l'art-thérapie, dans la danse, mais qui te permet, qui te donne envie maintenant d'accompagner n'importe quelle personne qui souhaite juste se sentir mieux dans sa vie, c'est ça? Oui, aujourd'hui, c'est comme ça que je travaille, c'est un petit peu dans cette optique-là et encore une fois, je pense que comme c'est une période de transition où je suis en formation, j'ai d'autres idées, j'ai envie d'élaborer d'autres choses et je ne sais pas où tout ça m'emmènera. Mais oui, oui, aujourd'hui, c'est un petit peu avec ça, que j'aime, partager, on va dire, autour de moi avec, ma clientèle, ma vision justement de comment on prend soin de soi. Parce que, oui, pourquoi le corps d'un côté, pourquoi la tête de l'autre? On a besoin des 2, on a besoin de s'occuper des 2. Et des fois en même temps, des fois pas en même temps. Mais ça me semblait cohérent de pouvoir créer un espace aussi de dialogue, et d'échange, en plus de cet espace, guidé de mouvement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pour avoir une Tatiana encore plus épanouie? De continuer tranquillement, à pas me mettre la pression, à apprendre à me connaître, à apprendre à reconnaître, les processus qui sont à l'intérieur de moi. Heu, Continuer d'ouvrir le dialogue entre ces voix à l'intérieur de moi, hein, parce qu'il faut le dire, elles sont, toujours plusieurs. Heu, la voix du TCA, elle est toujours là, mais c'est comment je l'écoute, comment je ne l'écoute pas, comment je la laisse pas prendre le dessus, comment on va dire, voilà, je vis avec ça, mais avec beaucoup plus de liberté et ouais, c'est ça que j'ai envie de continuer à créer pour moi et pour les autres autour de moi. C'est des espaces, encore une fois ce mot, ce fameux mot, des espaces, de liberté, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tous les cas où il y a de la libération qui est possible. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait partie pour moi d'un processus de rétablissement, c'est comment on redevient acteur de sa propre vie. Et je pense que chacun peut aussi, en demandant de l'aide, en allant chercher de l'écoute et puis peut-être en apprenant à communiquer avec le temps, au moment qui est juste et opportun sur, sa souffrance, ben, redevient un petit peu acteur, de sa propre vie et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ne pas rester seule. Je pense que c'est important que les personnes qui sont en souffrance aillent chercher de l'aide, aillent demander de l'aide et n'arrêtent pas tant qu'elles n'ont pas trouvé les endroits où elles peuvent être accueillies, entendues, sans être jugées. Hem Et je pense que c'est essentiel. Moi, c'est ça qui a péché chez moi, qui fait que j'ai perdu du temps, je crois. C'est que je suis allée frapper à beaucoup de portes, mais c'était pas souvent les bonnes et je pense que la le dialogue était moins ouvert. Je pense qu'aujourd'hui, on s'intéresse plus, donc il y a plus de chances qu'on soit bien, que les professionnels soient peut-être mieux formés aussi pour mieux accueillir, que les personnes proches des personnes concernées puissent, elles aussi,
demander de l'aide, en recevoir pour mieux comprendre ce qui se passe. Tout ce qui est éducation thérapeutique, ça me semble super important et je pense que c'est aussi important que ça devienne, un espace, investi par les personnes concernées. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, mais moi je dirais pour être très concrète, ouais, faut aller chercher de l'aide. C'est pas en parler juste pour en parler, il faut pas rester seul. C'est essentiel. Tatiana, beh, écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Je vais te laisser conclure après une phrase que tu m'as dite quand on a préparé, cet épisode et que j'ai trouvée très forte. «Aujourd'hui, les troubles font encore partie de mon histoire, mais ils ne me dirigent plus. Le rétablissement, pour moi, c'est le moment où la vie recommence à prendre plus de place que la maladie». Ouais, ben, je pour revenir là-dessus, je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est quand, la qualité de vie change considérablement parce qu'il est possible de faire autrement, de faire autre chose, de vivre différemment et de vivre en dehors de la maladie. C'est-à-dire que maintenant, je peux faire plein d'autres choses. Il y a plein de moments où je peux ne pas y penser, et puis quand c'est là, ben, encore une fois, on se remet à table et on discute. On essaye en tous les cas. Merci beaucoup Tatiana pour ta sincérité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir reçu et merci aux personnes qui vont écouter. Merci à tous pour votre écoute. Continuez de suivre les actualités d'Esperland sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. À très bientôt pour un nouvel épisode.